Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une région longtemps en proie à l'instabilité et à l'ombre menaçante de l'extrémisme, un nouveau chapitre a commencé à s'écrire. Le Sahel, une vaste étendue de terres et de peuples, était devenu le théâtre de conflits complexes, où l'espoir semblait souvent être un mirage lointain. Au Burkina Faso, une nation autrefois réputée pour sa vitalité culturelle, la réalité quotidienne était devenue celle de la peur et de l'incertitude. Le gouvernement semblait impuissant, incapable d'endiguer la vague de violence qui déplaçait les communautés et brisait des vies. C'est dans ce climat de désespoir qu'un nom, jusqu'alors inconnu du monde, allait émerger comme un symbole de changement profond. Ce nom était Ibrahim Traoré. Né en 1988 dans la petite ville de Bondokui, les origines de Traoré sont loin des couloirs traditionnels du pouvoir. Il ne vient pas d'une dynastie politique ou d'une élite fortunée qui a longtemps dominé le leadership du continent. Au contraire, il représente un autre type de leader, forgé à même le sol de sa nation et trempé par les dures réalités auxquelles son peuple est confronté. Son ascension n'a pas été orchestrée dans les arrière-salles politiques, mais est née d'un sens du devoir et de l'indignation. À l'âge de 34 ans, lorsqu'il a pris les rênes de l'État en septembre 2022, il est devenu le plus jeune président d'Afrique, un contraste saisissant avec les gérontocraties qui ont si souvent défini le paysage politique du continent. Ce changement générationnel n'était pas seulement symbolique, il était sismique. La jeunesse de Traoré l'a directement connecté avec la démographie la plus vaste et la plus dynamique d'Afrique. Sa jeunesse. Pendant trop longtemps, il s'était ressenti déconnecté de leurs dirigeants. Leurs aspirations ignorées par des gouvernements qui semblaient plus préoccupés par le maintien d'anciennes alliances que par la construction d'un nouvel avenir. Traoré parlait une langue qu'il comprenait, une langue d'action, de courage, et une exigence sans compromis de respect et d'autodétermination. Son ascension n'était pas seulement un changement de garde à Ouagadougou, c'était un signal envoyé à travers le Sahel que le temps de la résignation était révolu. Les circonstances de son arrivée sur la scène politique était aussi dramatique que nécessaire aux yeux de nombreux Burkinabés. Le coup d'État qu'il a mené n'était pas motivé par une ambition personnelle de pouvoir, mais par la conviction que la direction précédente avait failli à son devoir le plus fondamental. Protéger ses citoyens. Ayant été témoin des échecs et du lourd tribut du conflit, Traoré et ses camarades officiers se sont sentis obligés d'agir. Ils ont vu une nation au bord de l'effondrement et ont cru que seul un changement radical de direction pouvait la sauver de l'abîme, annonçant une nouvelle ère de responsabilité et de fierté nationale. Avant de devenir chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré était un soldat. Son leadership n'a pas été appris dans les couloirs d'une université lointaine, mais a été forgé dans la poussière et le danger des lignes de front. En tant qu'officier d'artillerie, il a été profondément impliqué dans la lutte contre les groupes terroristes qui terrorisent le Sahel depuis plus d'une décennie. Il ne commandait pas depuis un bunker sécurisé dans la capitale. Il vivait et combattait aux côtés de ces hommes, partageant leurs risques et comprenant leurs sacrifices. Cette expérience directe lui a donné une perspective unique et sans filtre sur le conflit et les échecs catastrophiques des décisions stratégiques prises loin du champ de bataille. Il a été témoin du courage des soldats burkinabés, mais il a aussi vu les conséquences tragiques d'une stratégie mal équipée et, à son avis, excessivement dépendante d'un soutien étranger qui n'a pas donné de résultats tangibles. Il a vu ses camarades tomber, non pas par manque de bravoure, mais à cause de ressources inadéquates et d'un leadership politique qui semblait déconnecté de la sombre réalité sur le terrain. Ce profond sentiment de frustration et le désir ardent d'honorer les morts ont alimenté sa détermination. Il est devenu convaincu que la lutte pour la survie du Burkina Faso ne pouvait être gagnée sans un leadership aussi engagé et courageux que les soldats qu'il commandait. Cette connaissance intime de la guerre a façonné toute sa vision du monde. Elle lui a appris que la sécurité ne pouvait pas être externalisée et que la véritable libération devait venir de l'intérieur. La lutte contre le terrorisme, a-t-il conclu, n'était pas seulement une bataille militaire, c'était une lutte pour l'âme même de la nation, un combat pour la dignité et la souveraineté. Sa décision d'intervenir dans la sphère politique a été le résultat direct de cette conviction. Ce fut l'acte d'un soldat qui croyait que le front politique était devenu aussi critique que le front militaire, et qu'un nouveau commandant en chef était nécessaire, quelqu'un qui comprenait vraiment le prix de la guerre. Sa transition d'officier militaire à leader national a donc été perçue par beaucoup, non pas comme une prise de pouvoir, mais comme une continuation de son service. C'était l'homme qui avait été dans les tranchées, qui avait vu la souffrance, et qui refusait de rester les bras croisés pendant que son pays saignait.
Cette authenticité a résonné puissamment auprès de la population, en particulier auprès des forces armées, qui ont vu en lui l'un des leurs. Ils ont vu un leader qui comprenait leur détresse et partageait leur détermination à restaurer la sécurité et l'honneur national, non pas par des discours creux, mais par des actions décisives et audacieuses sur tous les fronts. Dès sa prise de pouvoir, l'objectif principal d'Ibrahim Traoré est devenu limpide: restaurer la souveraineté du Burkina Faso dans son sens le plus plein. Pour lui, cela signifiait se libérer des chaînes d'un système post-colonial qui, pendant des décennies, avait maintenu les nations africaines dans un état de dépendance. Il a ouvertement remis en question les liens militaires et politiques, de longue date, avec les anciennes puissances coloniales, en particulier la France, arguant que ces relations n'avaient pas réussi à fournir une sécurité véritable et avaient plutôt perpétué une forme de contrôle externe. Cette position audacieuse n'était pas seulement rhétorique, elle a été suivie d'actions concrètes, y compris la demande du départ des troupes étrangères du sol burkinabé. Cette quête d'indépendance s'est étendue au-delà des affaires militaires, touchant également les sphères économiques et diplomatiques. Le gouvernement de Traoré a commencé à contester les diktats des institutions financières internationales comme le FMI, qu'il considérait comme imposant des politiques ne servant pas les intérêts du peuple burkinabé. Au lieu de cela, il a prôné un monde multipolaire où l'Afrique pourrait choisir ses partenaires librement, sur la base du respect mutuel et des intérêts partagés, et non sur des obligations historiques. Cela a conduit à une diversification des alliances, le Burkina Faso renforçant ses liens avec de nouveaux partenaires tels que la Russie, la Turquie et la Chine, dans une recherche pragmatique de collaboration pouvant soutenir le développement de la nation selon ses propres termes. Cette politique étrangère audacieuse marquait une rupture radicale avec le passé. C'était une déclaration que le Burkina Faso ne serait plus un pion dans les jeux géopolitiques, mais un architecte actif de son propre avenir. Les discours de Traoré, prononcés avec une résolution calme mais ferme, appelèrent les Africains à croire en leur propre capacité à résoudre leurs propres problèmes. Il a insisté sur le fait que le continent possédait toutes les ressources, humaines et naturelles, nécessaires à son développement, mais que ce potentiel avait été étouffé par des interférences extérieures et un manque de confiance en soi. Son message était un puissant appel à l'émancipation psychologique et politique pour tout un continent. Cette nouvelle doctrine de souveraineté a profondément résonné auprès d'une population fatiguée de se sentir impuissante. Elle a transformé l'humeur nationale, passant de la résignation à l'autonomisation. Le peuple a vu un leader qui n'avait pas peur de dire la vérité au pouvoir, tant au pays qu'à l'étranger. En plaçant l'intérêt national au-dessus de tout, Traoré ne faisait pas que gouverner. Il reconstruisait un sentiment de fierté nationale érodé par des années de crise. Il a clairement fait savoir que le destin du Burkina Faso serait désormais décidé à Ouagadougou, et non à Paris, Washington ou toute autre capitale étrangère. Comprendre que la lutte du Burkina Faso était inséparable de celle de ses voisins, c'est ce qui a poussé Ibrahim Traoré à devenir, vraiment, un moteur derrière une initiative régionale historique, l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Créée en 2024, aux côtés du Mali et du Niger, deux pays confrontés aux mêmes défis et dirigés par des gouvernements de transition partageant la même vision, l'AES marque un vrai tournant dans la coopération régionale. Mais voilà, ce n'est pas qu'un simple pacte militaire. C'est en fait une déclaration profonde d'un destin commun et d'une volonté collective de compter sur soi-même. Le principe fondateur, c'est que la sécurité d'un État membre est, en quelque sorte, liée intrinsèquement à celle de tous les autres. L'alliance est née d'une frustration partagée face aux cadres régionaux et internationaux existants, qui, franchement, avaient à montrer leurs limites pour contenir la progression du terrorisme. Traoré, avec ses homologues maliens et nigériens, a imaginé une solution locale, une confédération où les peuples du Sahel unissent leurs forces pour défendre ensemble leur territoire. La charte de l'AES pose les bases d'une défense collective et d'une assistance mutuelle, transformant les trois nations en un bloc uni contre les menaces extérieures. Cette alliance stratégique vise à mutualiser les ressources militaires, à partager le renseignement, à mener des opérations conjointes, bref, à créer un front solide, géré et dirigé entièrement par des Sahéliens. Mais il faut le dire, la vision de l'AES va bien au-delà de la sécurité. Elle est pensée comme le socle d'une intégration économique et politique plus profonde.
Les dirigeants de l'Alliance parlent de bâtir une économie commune, de développer des infrastructures reliant leurs pays, et même, pourquoi pas, d'une monnaie partagée pour s'affranchir du franc CFA, perçu par beaucoup comme un vestige colonial. Ce projet ambitieux vise à créer une zone économique puissante et résiliente, capable de porter l'industrialisation et d'assurer la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population. C'est au fond un acte de construction d'une puissance régionale souveraine, à partir de zéro. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans ce processus est vraiment déterminant. Il est largement vu comme le moteur idéologique de l'Alliance, articulant sans cesse sa vision avec clarté et passion. Lors des sommets et dans ses discours publics, il insiste que l'AES n'est pas seulement une initiative portée par les gouvernements, mais un projet pour les peuples du Sahel. Il évoque la nécessité de briser les frontières coloniales artificielles pour réunir des communautés unies par une histoire et une culture commune. Pour la jeunesse de la région, l'Alliance incarne, en fait, l'espoir le plus concret d'un Sahel uni et prospère, un acte 2 de la décolonisation, qui remet enfin l'avenir de la région entre les mains des Africains eux-mêmes. Le leadership d'Ibrahim Traoré se définit non seulement par ses déclarations politiques audacieuses, mais aussi par son attention portée à des projets concrets et tournés vers l'avenir, qui suscitent la fierté nationale. Il a bien compris que la souveraineté, ce n'est pas uniquement une question de force militaire, c'est aussi, et surtout, bâtir une économie autonome et innovante. Un exemple frappant de cette vision a vu le jour en juin 2025 avec l'inauguration des tout premiers bus électriques produits localement au Burkina Faso. Baptisés Itaoua, ces véhicules sont, franchement, un symbole fort du potentiel du pays. Ils ne sont pas importés, mais bel et bien conçus et assemblés au Burkina Faso pour les Burkinabés. Ces bus représentent un vrai saut vers l'avenir du transport propre. Alimentés par l'énergie solaire, une ressource abondante au Sahel, ils offrent une autonomie remarquable de 330 km et peuvent être rechargés en seulement 30 minutes. Ce projet ne se limite pas à répondre aux besoins de transport public. Il place le Burkina Faso à l'avant-garde de l'innovation verte en Afrique. C'est, en fait, une démonstration concrète de la philosophie de Traoré. Utiliser les ressources et l'ingéniosité locale pour résoudre les problèmes locaux. Les bus Itaoua sont une preuve roulante que l'Afrique peut et doit être leader dans les technologies de demain, plutôt que simple consommatrice de produits venus d'ailleurs. Ce souci d'obtenir des résultats tangibles, c'est une part essentielle de son attrait. Si sa rhétorique anti-impérialiste mobilise les foules, ce sont ses réalisations concrètes qui forgent une confiance durable dans son leadership. Il inspire la jeunesse, non seulement par ses discours, mais par des actions qui montrent, vraiment, qu'un autre avenir est possible. Sur un continent où tant de projets échouent à cause de la corruption ou du manque de volonté politique, voir une idée comme Itaoua devenir réalité envoie un message fort d'espoir et de compétence. Cela encourage toute une nouvelle génération d'ingénieurs, d'entrepreneurs et d'innovateurs à croire en leurs propres capacités et à participer à la construction de la nation. Au bout du compte, Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'une Afrique nouvelle, une Afrique qui refuse d'être définie par ses problèmes, mais qui veut l'être par ses solutions. Il représente une rupture avec le récit de la résignation et un tournant vers l'action collective et la confiance en soi. Son parcours, du champ de bataille à la présidence, son attachement indéfectible à la souveraineté, son rôle dans l'unification du Sahel et son engagement en faveur de l'innovation locale convergent, vraiment, vers une seule et même image forte, celle d'un leader qui n'attend pas que le monde vienne sauver l'Afrique, mais qui appelle les Africains à la bâtir eux-mêmes. Il incarne ce symbole que l'avenir de l'Afrique sera africain, choisi et construit par ses propres peuples.